Le cri du cœur et du portefeuille, il faut savoir que les bâtais sont au Marais, ce que les gondoles sont à Venise. 600 000 touristes chaque année, une vingtaine de familles à la tête des flottilles et quelques centaines de guides bateliers. Leur gagne-pain, le bâtet, pour la balade traditionnelle. Alors savez-vous ce que sont que des arbres têtards? Ce sont des arbres que l'on étête tous les 7-8 ans à peu près. Ainsi voguaient les bâtais jusqu'à ces derniers mois. Là, pour satisfaire aux normes européennes, l'administration exige 25 cm entre le niveau de l'eau et le rebord du bâtet. Question de sécurité lorsqu'il est plein de passagers, et on en est très loin. La forme qu'on a actuellement, la forme traditionnelle des bateaux du Marais, fait qu'on ne peut pas répondre à cet arrêté, hein, sauf si évidemment on ne met que 2 personnes au lieu d'en mettre 9. Quoi. Là, vous pouvez fermer, c'est la faillite. Ben, c'est clair, si aujourd'hui on nous dit vos bateaux, on n'y met plus que 3 ou 4 personnes dedans, il est clair qu'il n'y a plus aucune rentabilité économique. Profitez du bon temps, profitez de la journée gratuite. En arriver à offrir la promenade, c'est dire à quel point le danger s'est rapproché. Et le voici, justement. Horreur pour les anciens, un bateau, pas un bâté, et conforme à toutes les normes. Plus sûr, plus rentable, un batelier a osé en acheter toute une flotte, et les fameux 25 cm sont bien là. L'on ne peut pas se dire professionnel et prendre le risque de vouloir transporter des passagers dans des bateaux qui ne répondent à aucune norme de sécurité. Il y a des textes, nous sommes dans une société de droit, et il était indispensable pour assurer le développement de l'entreprise de s'équiper d'un matériel qui soit conforme. Développer, rentabiliser, en fait, derrière cette histoire de normes, de bateaux modernes contre d'anciens bâtés, c'est toute la question du tourisme dans le Marais qui apparaît. Il faut arrêter de faire du tourisme industriel. Ces marais ne le supporteront pas. Il faut en être conscient. Les gens qui viennent voir les marais poitevins ne viennent pas les voir pour voir des dizaines et des dizaines de bateaux les uns derrière les autres. Ils viennent voir ces marais pour son calme, sa tranquillité, pour sa gaieté, pourquoi pas, pour ses légendes. C'est vérité, et le bateau en fait partie. Après les promenades gratuites, les bateliers se préparent à négocier. Ils espèrent convaincre l'administration de rogner la nouvelle norme de quelques centimètres. En cas d'échec, ils n'auraient plus le droit de transporter de passagers. Le Marais deviendrait alors le cimetière des bâtés. Toujours dans l'actualité des régions, les vendanges continuent, bien sûr, on vous en parle souvent dans ce journal, mais sur une propriété de Lansac en Gironde, ça ne se passe pas tout à fait comme ailleurs. Voyez ce reportage de Florence Trocro et Vincent Pacifico. Alors, je vous donne donc un panier et un ciseau, oui. Et vous allez couper les raisins et les mettre dans le panier. D'accord. Hein? Ces apprentis vendangeurs ne sont pas comme les autres. Tous ont loué une parcelle du domaine pour obtenir d'ici 1 an leur propre cuvée. C'est important de le faire en famille? Ah ben en plus, pour les filles, c'est une leçon de choses. Bon, elles vont apprendre comment on fait la vigne, comment le vin arrive sur la table, quoi. Ce qui est facile, c'est de couper. Ce qui est difficile, c'est de ne pas mettre les doigts sous ça. Après, quand on boit le vin, on se dit qu'on a bien travaillé. Et toi, t'en bois du vin? Non. Pour les amateurs, en revanche, la formule est intéressante, y compris pour le propriétaire. On s'est associé, si vous voulez, à des particuliers qui nous financent avec 1 an d'avance. Et comme ça, on peut acheter tranquillement nos barriques. On peut faire notre programme en toute sécurité sans avoir besoin d'emprunter de l'argent. Et si la demande croît chaque année, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la propriété est même connue par-delà les frontières. Le vin rouge français, c'est beaucoup meilleur que le vin rouge suisse. Et puis c'est sympathique ici, c'est international. Après, on connaît des gens qu'on n'a encore jamais vus, qu'on va peut-être plus voir ou bien l'année prochaine, on verra. Il y a des choses magnifiques. Voilà. Là, la récolte, tout le boulot. Les plus anciens ont enfin retiré leur cuvée 97 avec étiquette personnalisée, de quoi entretenir la douce illusion d'être propriétaire d'un château en Bordelais. La semaine dernière, nous avions vu des images absolument extraordinaires filmées en Dordogne. C'est la saison du brame des cerfs dans les forêts. Je vous propose de retrouver cette atmosphère magique aussi dans le parc de la Haute-Touche, dans le Berry. La saison des amours, dans le Berry, avec Sandrine Meurque et Pascal Chély. Tous les matins à l'aube depuis 15 jours, Xavier Legendre jubile intérieurement. Il part au brame, comme d'autres se rendent au concert. Il tourne le dos au parc zoologique de la Haute-Touche, dont il est directeur, pour s'enfoncer dans les territoires libres. Il piste le cerf, qui, tout à ses amours, a perdu la notion du risque.
J'ai toujours été passionné de cervidés, d'approche d'animaux. La nature est superbe, les feuilles commencent à changer de couleur, il y a des lumières magnifiques. Et le cerf représente quand même... c'est un animal sauvage, c'est un des derniers animaux sauvages qu'on a. Il est libre, dans un contexte libre. Bon, d'habitude, les forêts sont calmes. Or, le brame des cerfs européens est un brame extrêmement violent, sonore. Bagarreur de nature, le cerf a sans cesse besoin de prouver qui est le chef. À l'œil, il intimide son concurrent par la grosseur de ses bois. À l'odeur, il marque son territoire de son urine. Et à la voix, il clame sa puissance. La sonorité du brame déclenche le cycle menstruel de la biche. Les mâles les plus faibles et les plus jeunes cèdent la place. Le cerf dominant peut alors saillir de 2 à 30 biches selon son territoire. Celui qui a l'oreille esquintée, c'est sûrement ficelle. Celui qui avait des ficelles dans les bois l'an dernier, il avait une clôture électrique qui lui a esquinté une oreille. Tous les ans, il est au même endroit. Tous les ans, il va faire c'est sa place de brame. Mais le mythe des amours du grand cerf cache une reproduction galopante. Encore exsangue il y a quelques années, la population est en surnombre depuis 3-4 ans. Et l'Indre, un des départements les plus surpeuplés. Pour preuve, les 400 collisions annuelles entre voitures et cervidés, mais aussi les dégâts sur les cultures qui ont coûté l'année dernière 5 millions de francs aux chasseurs. Grignotée de toutes parts, la forêt paye elle aussi un lourd tribut au retour du grand gibier. Et l'homme, après l'avoir décimé puis surprotégé, va de nouveau devoir intervenir. En tout cas, des images superbes une nouvelle fois. On va terminer ce journal maintenant en parlant d'artisanat et en allant faire un petit tour dans une superbe vallée, la vallée de la Brelle. Elle marque la limite entre la Normandie et la Picardie. Elle est célèbre dans le monde entier grâce à ses verreries. On y fabrique là-bas de beaux flacons utilisés pour le parfum, un travail toujours presque artisanal. Du côté du Tréport, reportage de France Guérité et Christelle Jorion. Tout d'abord, il faut cueillir le verre. Un vase en cristal va être fabriqué de façon traditionnelle. Vous voyez, il faut le caresser, comme une femme. C'est délicat au bout du doigt. On la sent, cette pâte de verre qui travaille. On arrive bien à... C'est la texture du verre, on la sent au bout du doigt. Je peux vous expliquer, c'est un feeling. C'est le feeling du verrier, voilà. C'est ici la technique du soufflet tourné. Il ne faut pas souffler fort dans un moule. C'est très léger, c'est subtil. C'est une question de précision dessus. Serge est verrier depuis plus de 30 ans. Il y a très peu de discussions car je fixe mon attention sur la pièce. Il ne faut pas que je m'évade à côté. Je sois très vigilant. C'est très physique. Donc il faut pouvoir supporter la chaleur. Et si on nous fait faire de grosses pièces, il faut pouvoir les porter aussi. Vous avez un four qui est à 1400 degrés, ici 1450 degrés à peu près, voilà. Et chaleur ambiante, il faut compter à peu près 60 degrés. Oui. Dans la verrerie de Nesle normandeuse, la technique traditionnelle voisine souvent avec la pratique semi-automatique. Tout cela pour réaliser des carafes en cristal, les flacons des grands parfumeurs. Son four date du début du siècle, car nous sommes dans la vallée de la Brelle. À gauche, c'est la Normandie, en face, la Picardie. Ici, on a compté jusqu'à 47 verreries. Et si cette vallée est de tradition verrière, c'est grâce à ces forêts de hêtres qui ont chauffé les fours pendant des siècles. Quant aux fougères, réduites en cendres, elles donnaient la potasse qui entre dans la composition de la pâte de verre. Un jour, le chemin de fer a transporté le charbon. Les hêtres étaient épargnés. Mais le verre a toujours été la fierté de la vallée. J'ai démarré dès l'âge de 14 ans. Au départ, je n'aimais pas. Si je n'aimais pas, j'avais peur. Je voyais ces boules de verre qui partaient autour de moi, j'avais peur. Mais assidueusement et tout doucement, le métier m'a accaparé. Il y a un déclic qui s'opère en nous et d'un seul coup, on commence à réaliser une pièce, 2 pièces. Mais ça, c'est sur des années. Vous êtes prêts à tenir les Gino? C'est la matière qui nous commande. Nous, on est là pour essayer de faire quelque chose, mais lui, le verre, en définitive, s'il est trop chaud, on est obligé d'attendre. S'il est trop dur, on ne peut pas travailler. On est esclave du verre. La pièce est terminée. C'est bon, on peut la mettre à l'arche. L'arche, c'est ce long couloir sombre à 540 degrés où chaque objet réalisé retrouve une température homogène et refroidit lentement. Ce sable est la future pâte de verre. Il lui faudra plus de 12 heures pour entrer en fusion avec ses autres composants. Quand je vais faire autre chose, au bout d'une semaine, ça me manque, ce verre. Ce feu me manque. Demain,
Serge retrouvera le feu.